Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre découverte d'Angoulême, du vieil Angoulême, et maintenant au pied d'Angoulême. Nous étions il y a quelque temps avec Laurent Morin pour le Palais Taillefer et avant avec Florent Gaillard, qui est également aujourd'hui notre invité et notre guide. Nous étions autour de l'hôtel de ville d'Angoulême. Aujourd'hui, nous rejoignons à côté du musée du papier ces berges de la Charente, à côté du Centre international de la bande dessinée qui est derrière nous. Nous sommes sur la passerelle Hugo Pratt et nous avons sur notre gauche l'ESI et le musée du papier. Donc ce quartier a beaucoup évolué, quartier industriel au départ, nous l'avions vu ça également en visitant le musée du papier avec Florent, et aujourd'hui reconverti dans ce qui est un des fleurons maintenant de la Charente, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'image et du son. Alors, je vais maintenant passer la parole à notre guide, Florent Gaillard, qui nous fait l'amitié, une fois de plus, de nous guider à travers les méandres de la Charente et de la ville d'Angoulême, son passé, son présent et son avenir. Bonjour Florent. Bonjour Jean-Michel. Alors, où sommes-nous ? Eh bien, nous sommes sur le fleuve Charente, le fleuve nourricier, comme on aime à l'appeler ici. Juste derrière moi, vous apercevez ce grand bâtiment, le vaisseau Moebius de bande dessinée, bien sûr, qui nous rappelle une longue histoire. Et Jean-Michel a rappelé cette histoire industrielle. Je voudrais juste ajouter qu'avant l'aventure industrielle, il y a eu l'aventure monastique, puisque pendant 1200 ans, un monastère a trouvé sa place justement à l'emplacement de ce vaisseau Moebius, et donné son nom quelque part au lieu, Cibard, l'ermite Cibard, qui est devenu ensuite le quartier de Saint-Cybard, où nous sommes. Donc c'est une longue histoire qu'on va quelque part développer avec vous aujourd'hui, cette histoire religieuse 1200 ans, une histoire industrielle plus de 150 ans, et aujourd'hui une histoire autour finalement de l'image et de l'école et quelque part de la culture depuis une quarantaine d'années. Donc c'est une longue histoire le long de ce fleuve Charente, et aujourd'hui je vous invite peut-être à découvrir l'autre rive, et on avance sur cette passerelle extraordinaire avec des bâtiments qui vont eux aussi nous rappeler un passé très riche. Alors, avant de passer le pont, comme aurait pu le dire la chanson d'Yves Duteil, je voudrais revenir sur ce passé monastique, puisque vous l'aviez évoqué quand on a visité l'hôtel de ville, et puis Laurent Morin l'a évoqué en visitant le Palais Taillefer, rue Taillefer, en face de l'église Saint-André. Multitude de congrégations monastiques étaient là, pour l'éducation, pour le soin des gens. Alors ici à Saint-Cybard, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Alors Saint-Cybard était une abbaye bénédictine, donc qui est restée ici implantée pendant plus de 1000 ans. Ce qu'il faisait, ora et labora, c'est le travail bien sûr des bénédictins. C'est un travail qui longtemps a été bâti autour aussi de l'écriture, notamment avec le scriptorium. Et il y a un de ces moines, Adhémar de Chabannes, qui est un des plus connus, qui a été un moine écrivain, musicien, qui a beaucoup marqué l'histoire de l'abbaye. L'abbaye de Saint-Cybard, elle a été extrêmement importante. Elle a été dotée de très nombreux chefs-d'œuvre par les rois de France, dont Charlemagne et beaucoup d'autres. Elle a été visitée par Marie de Médicis et quelques autres. Elle a aussi été endommagée par sa position. Vous voyez, elle était au pied des remparts, donc hors les murs. Et donc, quelque part, bien sûr, elle a été victime des quelques invasions qu'il y a eu, des guerres, de la guerre de 100 ans, des guerres de religion. Et finalement, c'est la Révolution qui l'a achevée en la coupant en morceaux, puisqu'elle a été vendue comme bien national. Et donc, certains moulins, certains bâtiments ont été acquis par des papetiers, par des marchands papetiers, et qui ont créé des industries importantes ensuite. Voilà, donc c'est une aventure, au fond, qui va du monde religieux au monde industriel. Et la charnière, c'est la Révolution française, où cette abbaye, finalement, est transformée en moulin à papier. Merci. Alors, l'autre charnière, c'est lorsque le festival de la bande dessinée est créé et que ici, autour d'Angoulême, on va chercher des endroits pour installer des studios, pour installer des musées. Comment ça s'est passé, cette nouvelle charnière ? Alors, vous savez, sur les ruines, en quelque sorte, de l'industrie du papier, qui, en grande partie, a fermé ses portes dans les années 70, eh bien, la ville d'Angoulême a rebondi d'une manière extraordinaire à partir de 1974. On vient de fêter le 50e festival. L'image est devenue l'identité d'Angoulême dans le monde autour de la bande dessinée. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes ces vieilles industries qui avaient fermé leurs portes les unes après les autres
vont être quelque part reconvertis, renouvelés. Et c'est assez magique de voir d'ailleurs que tous ces beaux bâtiments, une belle architecture du 19e qui aurait pu être démolie, tout d'un coup vont renaître, comme le musée du papier, l'école Lésie européenne supérieure de l'image, tous ces bâtiments, les brasseries alsaciennes derrière nous à l'emplacement de l'abbaye de Saint-Cybard. Tous ces lieux vont être reconvertis en musée de bande dessinée. C'est le grand projet de Castro derrière moi en 1989-90, inauguré par Jack Lang à l'époque. Et puis progressivement, toutes les usines qui s'étaient développées au fur et à mesure du temps vont être elles aussi rénovées pour faire de ce quartier, qui était un donc, grand quartier industriel, mais en friche au fond à la fin des années 80, un lieu nouveau, un lieu de renaissance au fond. Et ça continue avec sur les quais l'école 42, etc., qui aujourd'hui, mais ça on en parlera peut-être après, sont en train d'être restaurés, rénovés pour accueillir eh bien, d'autres institutions, écoles ou autres. Et nous passons maintenant sur cette passerelle Saint-Cybard à peu près Higoprat, pardon, presque en parallèle du pont Saint-Cybard. C'est pour vous situer, vous qui nous écoutez. Et nous allons arriver devant de très beaux bâtiments extrêmement bien restaurés et qui étaient en fait des chais le long de la Charente. Tout à fait, le long de la Charente, puisque nous sommes sur le fleuve, vous voyez, et même ici, au-dessus d'une île, l'île Marquet, qui est une île en zone Natura 2000. Donc on a la chance d'avoir ici un patrimoine non seulement, vous voyez, industriel, monumental, mais aussi paysager exceptionnel. On est au cœur d'Angoulême et on a la chance d'être comme à la campagne, avec des arbres, ce fleuve Charente magnifique. Et là encore, toute une histoire, pour cette île Marquet. On s'y battait en duel au Moyen-Âge, on y fêtait la Révolution en 1789 et aujourd'hui on peut déambuler pour le plus grand plaisir bien sûr d'apercevoir à la fois une faune et une flore exceptionnelles. Mais comme vous le dites Jean-Michel, juste en face de nous apparaissent des bâtiments absolument magnifiques, magnifiquement réhabilités avec des dates et on va essayer de mieux comprendre ce passé industriel. C'est aujourd'hui le musée de la bande dessinée. Voilà, avec de très beaux bâtiments en pierre blanche, sculptés pour certains, qui ont un très bel effet. Une grande place où il y a d'ailleurs eu une très belle exposition de lumière pendant le festival de la bande dessinée qui a été installée ici. Donc c'est toujours un lieu où on se retrouve, un lieu de fête également. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces bâtiments? Je vois sur la cheminée 1857. Quelle a été l'inspiration? On se croirait presque à Paris également. Il y a des bâtiments comme ça, un peu le long de la Seine, qui étaient des endroits où on roulait les barriques en fait. Et oui, mais vous approchez, vous brûlez Jean-Michel, puisque nous sommes effectivement devant les Chez Magélis, bâtiments exceptionnels avec cette grande esplanade qui ont été élevés au 19e siècle, donc en 1857. Nous étions alors sous le Second Empire, c'est une époque très importante pour Angoulême puisque c'est son développement industriel bien sûr. Mais attention à l'origine, point de papier ici. C'était tout simplement des chais qui étaient construits pour abriter des barriques, vous le disiez, à la fois du vin, des eaux de vie. Et c'est la famille Léger, une famille très très riche de ce quartier qui fait élever, donc vous voyez ici, au bord du fleuve Charente, à l'époque où le trafic est essentiellement fluvial. Le train n'est arrivé qu'en 1852 à Angoulême. Donc à l'époque, ce sont les gabarres qui transportent justement toutes ces denrées produites en Charente. Et donc cette famille fait élever ces magnifiques chais et dont vous apercevez ici les frontons triangulaires avec les grappes de raisin qui sont ici révélées par une magnifique restauration. Une date bien sûr, et puis dans le fond, la maison patronale des Légers, qu'on appelle aujourd'hui le château d'Ampierre, on y viendra. Donc c'est tout un ensemble monumental, absolument magnifique, et qui est merveilleusement préservé, qui commence ici donc une aventure, vous voyez, à la fin du 19e siècle, à l'époque du Second Empire, et qui va évoluer, puisque après les chais, pour les barriques, comme vous disiez, ou les eaux de vie, eh bien, ce lieu va abriter des usines de feutres, avec une famille, on va y venir, la famille Veller, qui va progressivement prendre la main sur la famille Léger et s'installer ici tout le long du fleuve Charente, sur cette rive,
pour y fabriquer à la fois des toiles métalliques et ici des feutres. Vous savez, l'univers du papier, c'est pas seulement des usines où on fabrique du papier, pas seulement des imprimeries, mais ce sont aussi des usines où, quelque part, on travaille à sécher le papier. C'est le rôle du feutre. On connaît l'importance du feutre en Charente, notamment avec les pantoufles, les fameuses charentaises. Mais c'est aussi, bien sûr, des usines de toiles métalliques pour coucher le papier, pour les machines à papier. Donc tout ce secteur de Saint-Cybard, si vous voulez ici, va vivre de l'univers du papier et de tout ce qu'on appelle peut-être des usines connexes, donc qui vont autour du papier. Oui, qui vont autour du papier. Oui, il y a du bruit autour de nous parce qu'on est en train de ranger, puisque nous sommes après le festival de la bande dessinée, de ranger les choses sur cet endroit. On va continuer l'histoire. Je voudrais simplement, puisqu'on est devant un très beau pavillon, et vous parliez tout à l'heure des grappes de raisin, c'est-à-dire que non seulement à l'époque des barriques, ils faisaient des bâtiments, mais ils ne faisaient pas juste un bâtiment pour couvrir les barriques, pour protéger les barriques. Ils faisaient une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'il y avait de la sculpture. Et on a un fronton triangulaire avec une pendule en chiffres romains, pilon en plein milieu, une très belle cheminée sculptée avec 1857, et puis ces grappes de raisin dans le triangle, comme le fronton d'un temple finalement. Oui, avec ces feuilles de vigne, on est là dans l'ornementation encore magnifique des entreprises et des usines au 19e siècle. Et ce qui est assez rare aujourd'hui, on n'est plus habitué à cela, mais on aura aussi dans le quartier de Saint-Cybard d'autres usines, notamment une qui a disparu, comme l'usine La Croix, qui fabriquait des cahiers de papier à cigarettes et dont la construction en 1906 correspondait presque à la construction d'un pavillon du XVIIe siècle pour le roi Louis XIV, avec des bossages de pierre, des baies en plein cintre, et on retrouve un peu la même chose ici. Vous voyez, donc il y a un sens de l'esthétique. Quelque part, ces bâtiments vraiment apportent une élégance, c'est vrai, au quartier. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous voyez, après ce temps industriel avec les vélaires qui sont restés ici très, très longtemps pour fabriquer des feutres, on est passé après à l'usine de la COFPA, certains Charentais s'en souviennent, la COFPA qui a été active de 1965 à 2000, et la COFPA réunissait des fabricants de feutres et qui étaient installés ici dans cette grande usine. Et ils avaient même doublé pour l'occasion l'entreprise en créant des bâtiments sur cette esplanade. Heureusement, à la fin de cette usine, ces bâtiments ont pu être détruits et lorsqu'ils sont devenus les chez Magélis d'aujourd'hui, et aujourd'hui le musée de bande dessinée qu'on peut vous inviter bien sûr à découvrir, à visiter, eh bien on a redécouvert ces façades du 19e siècle que les Angoumoisins avaient oubliées, puisque depuis très longtemps déjà, ils étaient cachés par des bâtiments plus contemporains de la COFPA, qui réunissaient les grands noms, donc je vous l'ai dit, des fabrications de feutres, notamment les Vélaire, les Dordet, les deux Bouchot et les Régnier. Voilà. Donc c'est un pan de l'histoire qui a été révélé tout en se transformant en musée de la bande dessinée aujourd'hui. Et on connaît la richesse, bien sûr, de ces expositions et bien sûr des collections. Et si on avance un peu le long du fleuve... Alors là, on est sur le chemin, on est en train de longer l'ancienne usine du Nil, hein, et avec cette grande cheminée qui, j'ai vu, allait être restaurée, puis plus loin, les remparts, avec l'ancienne clinique là-haut. On voit bien tout ça d'ici, on longe la Charente et on déambule vers le pont Saint-Cybard. Et là, vous parliez de maison de maître à côté de ces gens qui avaient construit cette usine à la place des entrepôts pour barriques. Cette maison de maître qui héberge aujourd'hui d'autres activités, on va le voir maintenant avec vous, avec de très, très belles grilles. C'est vrai que là, en 10 minutes, on est passé de la campagne, si on descend sur les bords de la Charente, on ne sait pas qu'on est à Angoulême. On a traversé, on est devant une esplanade magnifique avec de très beaux bâtiments. Et puis là, on prend un petit chemin avec une maison bourgeoise et des grilles. Voilà, on se croirait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en pleine campagne, au bord de ce fleuve toujours aussi majestueux. Vous savez, c'est Henri IV qui disait que c'était le plus beau ruisseau du royaume, mais il est encore dans notre République française d'aujourd'hui, avec cette vue effectivement sur des îles, et on aperçoit les très beaux arbres de l'île Saint-Cybard qui ont été épargnés des différentes tempêtes qu'il y a eu, vous savez, à la fin du XXe siècle, avec cette vue dégagée aussi sur, vous le disiez, les remparts de la ville. Angoulême, c'est 3 kilomètres de remparts, bien sûr, avec ces maisons et puis toutes ces industries reconverties. C'est ça, je crois, la réussite d'Angoulême au XXe siècle et au XXIe siècle, d'avoir su transformer tous ces lieux d'industrie si importants en école, en entreprise et bien évidemment aussi
lieu de muséal. Donc on a ici un lieu absolument magnifique qui est donc le château d'Ampierre, comme on l'appelle. Il a été dans son histoire un lieu très riche de l'histoire d'Angoulême. Donc c'est la maison de la famille Léger, tout simplement, qui avait construit les chais que je vous ai montré tout à l'heure. Et on l'appelle pas le château Léger, on l'appelle le château d'Ampierre. Simplement parce qu'une des filles Léger avait épousé le comte de Dampierre. Et le comte de Oui, Dampierre, ça c'était vous plus rappelle chic. peut-être quelque chose, puisqu'il y a un château en Charente qui s'appelle un château bien connu à côté de Saint-Cloud, qui est château de Nieul, qui a été également la propriété et construit par le comte de Dampierre, également en Charente. Donc ce sont des lieux très beaux qui sont conservés. Et après ce temps donc de la famille Léger Dampierre, c'est la famille Veller, celle qui avait créé à la fois ces usines de toiles métalliques et de feutres, qui s'est installée dans ce lieu avant qu'il devienne une clinique où de nombreux Angoumoisins sont nés voilà, entre 1950 et 1982. C'était la clinique de Saint-Cybard, du docteur Sol, bien connu. Donc c'est un lieu magnifique et qui ensuite, vous voyez, a été lui aussi transformé pour devenir une école qu'on appelle aujourd'hui l'EMK, donc l'école des métiers du cinéma d'animation, qui occupe ce bâtiment, également la très belle maison derrière. Donc là encore, c'est l'exemple, toujours la reconversion, bâtiment industriel, bâtiment patronal d'une famille industrielle, devenu aujourd'hui un lieu consacré aux écoles de l'image. Ce qui est amusant, sans l'être, mais on le note, c'est qu'à chaque époque, tous ces bâtiments font corps, ne font pas exactement la même chose dans les mêmes lieux, évidemment. Un devient musée de la bande dessinée et tout ce qui tourne autour de la bande dessinée. Juste à côté, on apprend à faire des dessins animés, mais on a toujours ces bâtiments qui sont reliés par l'activité. Tout à fait. Ça, c'est vraiment une des réussites de ces deux rives de la Charente, puisque depuis une quarantaine d'années, par une volonté municipale au départ, hein, qui était celle de se réapproprier le fleuve, eh bien, la ville va, et quelque part après, bien sûr, le Magélis, vont décider d'ouvrir ces bâtiments qui étaient un peu en ruine. Moi, je me souviens dans mon enfance, voilà, je jouais un peu dans ces secteurs-là, mais toutes ces usines étaient fermées. Donc aujourd'hui, c'est une vraie renaissance. Et on peut aller voir juste derrière ici une autre maison, derrière ce château d'Ampierre, l'ancienne maternité de Saint-Cybard. Donc aujourd'hui MK, il y a une autre maison patronale. On l'oublie un peu celle-là et pourtant elle est très intéressante. Elle est même plus ancienne. Puisque là on est plutôt sur une construction effectivement du milieu du 19e siècle. Et là on a une autre très belle demeure avec une grille exceptionnelle, avec un W qui rappelle la famille Veller. Donc toujours la famille Veller qui a donné du travail à d'innombrables ouvriers et ouvrières du quartier, avec, je vous le disais, les feutres et les toiles métalliques. Donc on a cette première grille qui est déjà très imposante, très haute, splendide. Et juste derrière, on en a une autre avec un petit plus, c'est le W de la famille Veller. Et c'est tout à fait intéressant de voir que cette famille a laissé son empreinte à la fois sur ces bâtiments, bien sûr, mais aussi sur les grilles, sur les cheminées. Et on voit au-dessus de la porte, on va regarder justement le W gravé qui marque la tradition Veller de ce quartier. Et juste de l'autre côté, encore mieux, nous avons une quelque part publicité qui est peinte sur un bâtiment qui subsiste encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour vous dire combien aujourd'hui ce passé, eh bien, il est en quelque sorte préservé, mis en valeur pour tous les étudiants, parce que c'est un quartier devenu un quartier étudiant aujourd'hui, hein, avec tous ces jeunes qui travaillent ici, puis c'est un quartier aussi avec tous ces studios de l'image hein, qui sont implantés, qui gardent cette tradition. Et justement, juste au-dessus de nous ici, on va voir toile métallique, Veller, voilà, tissu métallique, Veller et compagnie. Voilà, ce qui est formidable, c'est qu'on a retrouvé voilà, l'enseigne peinte, la publicité peinte sur ce bâtiment. Et donc de l'autre côté, vous avez sur la grille le W qui précède à l'entrée, Maison Veller, et juste au-dessus de la porte, sculpté, vous voyez, dans le fronton au-dessus de la porte, dans le petit médaillon, également un W.
la très belle porte d'entrée. Alors ce qui m'étonne, je découvre avec vous un peu mieux ce quartier, parce que c'est vrai, comme vous le dites, on l'aperçoit de différentes routes ou de différentes vues, des remparts ou ailleurs, et on voit surtout la maison bourgeoise, le château d'Ampierre dont vous parliez, et on ne va pas à l'arrière. Et l'arrière, je trouve que de façon architecturale et aussi de la pensée de l'urbanisme sur cet endroit, c'est très très bien réalisé, parce que ça fait des blocs, mais avec des rues. D'ailleurs, il y a écrit rue traversière à un moment, avec des ponts qui se relient, et on a un très très bel ensemble architectural. Oui, effectivement. Et puisque vous parlez de pont, eh bien, je ne résiste pas à l'idée de vous dire qu'au bout de cette rue de la Charente, eh bien, il y avait l'ancien pont, celui qui préexistait au pont de Saint-Cybard actuel. Donc, quand on voit les anciens plans du quartier, eh bien, le pont de Saint-Cybard n'existait pas avant le milieu du XVIIIe siècle, puisqu'il date de 1755. Le précédent médiéval, qui avait été emporté par une crue, eh bien, était juste en face de cette rue. Donc, c'était l'axe médiéval passé par là. Et c'est, vous voyez, autour de cette rue qu'au XIXe siècle, à l'époque de l'industrialisation d'Angoulême, révolution industrielle oblige, eh bien, des beaux bâtiments se sont développés. Et là, nous arrivons devant un bâtiment que nous aimons beaucoup, ici au Musée du Papier et Angoulême en général, parce qu'il est très différent des autres. C'est la maison alsacienne, juste donc sur votre droite ici, avec ce charmant petit cloître et ce très beau jardin. Pourquoi une maison alsacienne à Angoulême? Merci d'avoir posé la question. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait se croire à la campagne dans différents endroits en fonction de là où on passait. Mais alors de là à tomber sur une maison alsacienne, peut-être la bière. Ah, vous n'êtes pas loin parce qu'on fabriquait de la bière aussi à Angoulême, mais c'est pas tout à fait ça. Les Vélair, en fait, cette famille qui a ici occupé une grande partie de ce quai, les Vélair étaient originaires de Sélestat. Oui, ça ne sonne pas très charentais. Voilà, Sélestat en Alsace, où la tradition est de fabriquer des toiles métalliques. C'est pour ça que cette famille est venue vers 1846 ici à Angoulême, y fabriquer des toiles métalliques. Avec le début de l'industrialisation, on avait besoin pour les machines à papier de construire ces toiles métalliques. Ils se sont fixés ici. La maison Moïse Vélair, vous avez vu derrière avec ce très beau W. Et là, c'est un autre membre de la famille, une figure incroyable qui s'appelait Lazare Vélair, qui était alsacien de naissance, mais la guerre de 70 a fait qu'il est l'Alsace. 1860. Voilà, 1870, l'Alsace est devenue allemande, et donc sa famille a décidé de l'envoyer, ce petit Lazare, à Angoulême, auprès de sa famille, auprès de ses cousins, qui étaient déjà implantés ici. Et Lazare Vélair est devenu après un grand industriel, parce qu'il a inventé un procédé autour des tissus et surtout des conducteurs de fils électriques qui lui permettaient d'avoir un peu plus de distance entre deux poteaux. Donc il a construit une usine à Angoulême, ce sont les archives municipales aujourd'hui. Après il a construit une usine au Havre. Il a vendu son procédé donc de câbles électriques aux États-Unis, qui a fait sa fortune. Il est devenu député de la Charente et il a fait construire en 1917 ici ce cloître à la mémoire de cette Alsace qui n'était pas encore devenue française. Ah oui, c'est ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Elle était qu'en 18, un an plus tard. Donc c'était quelque part un appel finalement, un souvenir, un hommage à cette Alsace qui va redevenir française en 1918. Et Lazare Vélair en 1920, je crois, deviendra sénateur de l'Alsace après avoir, son département, après avoir retrouvé l'identité française. Et Lazare Vélair, c'est un de ces génies, je vous disais, industriels. Il invente une roue Vélair qui est l'ancêtre de la télévision en quelque sorte. Il est collectionneur de peintures, de Monet, de Pissarro, de Renoir. Il a une immense fortune, il s'intéresse à tout, il s'intéresse aux avions, aux premiers avions. Il fait venir les frères Wright des États-Unis. Et que fait-il dans cette ville d'Angoulême où il a débuté en quelque sorte son parcours industriel? Eh bien, il construit cette maison alsacienne et il rachète derrière le magnifique château d'Ampierre. Donc l'univers des Vélair sera là, et il y a même une petite merveille, il faudra que nous y allions un jour, dans le cimetière de Bardines, à Angoulême. Dans le cimetière de Bardines, il y a la tombe de Lazare Vélair, qui est en fait un tombeau rarissime. On y voit un homme enlacé dans les bras d'une femme, sa première femme, et c'est l'un des chefs-d'œuvre de Raoul Verlet, le grand sculpteur, puisque Lazare Vélair, vous avez compris, non seulement était un industriel, mais en plus était intéressé par les beaux-arts. Et donc il faisait appel à tous les sculpteurs, à tous les peintres du moment.
Et donc son tombeau est dans le cimetière de Bardines, est un des chefs-d'œuvre absolus du cimetière de Bardines. Donc vous voyez que l'aventure industrielle, là, elle touche aussi le monde des arts et elle va très loin, parce que Lazare Weller a été un de ces hommes les plus connus en France, puisqu'il avait même été envoyé aux États-Unis pour rencontrer Vanderbilt, Rockefeller et tous les grands industriels américains. Et il a été justement un de ces grands industriels. Un visionnaire, ce Lazare Weller, vraiment. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans cette maison alsacienne? Alors aujourd'hui, elle est consacrée à Poitou-Charentes Cinéma, donc c'est plutôt lié, si vous voulez, au film, au tournage de films dans la région Poitou-Charentes. Voilà. Donc on reste aussi avec l'image dans ce lieu. Elle a été joliment réhabilitée. On aperçoit ces toits, vous voyez, typiques des maisons de Sélestat en Alsace. On dit que ça a été certainement copié sur un couvent de Sélestat. Et l'intérieur n'a pas été trop touché. Il reste simplement un vitrail à l'intérieur qui est je crois qu'il y a un vitrail du XVIIe siècle. Voilà. Alors là, nous sommes sur le pont Saint-Cybard pour terminer l'émission, Florent. Et là, on entend la circulation. On a retrouvé la civilisation, entre guillemets. Et on vous remercie, Florent, de nous avoir fait visiter tout ce quartier en partant de l'usine du Nil, du musée du papier, du musée de la bande dessinée avec tous ces chais, ces quais, ces très belles maisons qu'on ne connaît pas forcément si bien que ça. Et c'est vraiment un grand plaisir d'avoir fait cette balade avec vous, Florent. Moi également, un grand plaisir, toujours. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission dans le cœur d'Angoulême, au pied et au bord de la Charente et au pied des remparts. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.